Bah, écoutez, je vais, écouter moi vos remarques, vos questions, vos demandes de précision avec plaisir et je vous remercie de m'avoir écoutée jusque-là. Bah, merci à toi, c'était vraiment très intéressant et je pense que d'un point de vue, méthodologique, c'est assez, enfin, c'est très, très éclairant. Je pense que les étudiants qui regardent ça, doivent avoir beaucoup de choses qui leur vient, pour leurs propres travaux. Donc super intéressant et comme d'habitude, moi j'ai toujours, des questions à poser mais je vais quand même d'abord ouvrir les questions aux participants. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Très bien. Là, c'était une question, pas en particulier sur la recherche, mais sur, ce qui se passait sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une saturation sensorielle qui était fondamentale dans la pratique et je me demandais, en fait, pourquoi et comment les profs, verbalisent ça, sur à quoi ça leur sert, en fait? Alors, ce que c'est moi qui appelle, ça une saturation sensorielle, je le montre avec des descriptions, les quelques photos que j'ai pu prendre avant des séances, typiquement celles que je vous ai montrées avant. C'est, en gros, c'est cette gestion des lumières, cette gestion des odeurs. Enfin, après, c'est pas forcément une gestion, c'est aussi simplement le fait de réunir une quarantaine de personnes dans un espace, fermé et qui dansent, très, très, activement. Bon, il y a une chaleur qui se crée, une chaleur, humide, il y a aussi d'un point de vue sonore, enfin, il y a donc la musique qui est permanente, plus ou moins, avec des niveaux sonores plus ou moins, élevés. Hem, donc tout ça, il y a une partie qui est gérée par l'enseignant, c'est-à-dire qui va préparer la salle. Alors ça, j'ai fait partie des équipes qui aident les enseignants, ils ne sont pas tout seuls, c'est-à-dire que souvent il y a des participants qui, plutôt réguliers, qui se proposent pour aider au début à installer la salle. Donc ils vont installer des tentures au mur, mettre des petits spots pour ne pas avoir à allumer les néons du plafond qui sont très froids et un peu agressifs. Euh, Ils le verbalisent, les enseignants. Peut-être que dans la formation, il y a quelque chose de plus précis qui est indiqué. Pour eux, c'est simplement l'idée de fournir un cadre, avec cette atmosphère un peu protectrice, cette, hem, cette petite bulle un peu en dehors du quotidien. Voilà, il y a cette volonté de créer un cadre, un petit cocon, confortable, un peu hors, des perceptions sensorielles quotidiennes. Donc de mettre des senteurs un peu différentes, une lumière un peu différente, et cetera. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est vraiment ce phénomène-là de créer cette bulle propre à la danse, particulière à la danse, donc qui permet aussi que tout ce qui se passe, d'intense dans la danse, une fois que la bulle est rouverte, enfin que ce monde-là est terminé, que les gens sortent de la salle, ils retournent dans leur quotidien et que tout ce qui a pu, un peu ressortir d'émotions, fortes puisse, voilà, être contenu dans cet endroit-là et ne pas se déverser dehors. Enfin, il y a cette histoire de conteneur. Enfin, il y a quand même un concept sur le conteneur émotionnel, conteneur de ce qui se passe pendant la séance. D'accord, merci beaucoup. Alors moi, je vais peut-être essayer de continuer par rapport à ce sur quoi tu viens de conclure. C'était pour revenir un petit peu sur, peut-être la différence qu'il peut y avoir par rapport à ce conteneur, émotionnel, entre ce qui est de l'ordre du stage et du cours, ponctuel. Parce que, l'exemple que tu donnais tout à l'heure justement, par rapport à un cours, qui se fait, de façon brève, j'ai l'impression qu'il y a aussi une gestion un peu plus dans la durée, dans les stages qui entre en compte et qui est très importante. Et j'imagine qu'il y a des réflexions, bon, de toi, ça c'est certain, mais je veux dire des participants aussi sur ces choses-là. Donc est-ce que tu pourrais, nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, c'est tout à fait vrai. Alors j'ai pas eu le temps de détailler ça, comme beaucoup de choses, mais c'est les choses sont très différentes entre les cours réguliers, effectivement, et les stages, d'autant plus les stages longs. Donc il y a vraiment un continuum qui va du cours de 2 heures au stage d'une semaine.
Et c'est pas du tout le même rapport entre les participants qui, du coup, au bout en une semaine de stage ensemble, parce que c'est des stages en résidentiel, donc on danse ensemble toute la journée, on mange ensemble à midi, le soir, au petit-déj. Souvent, il y a des dortoirs, il y a des gens qui ont des chambres seules s'ils ont les moyens, mais donc c'est vraiment une vie en communauté pendant une semaine. Donc il y a des relations qui se créent qui sont assez fortes entre les gens parce que c'est quand même assez intense. Donc souvent, ce sont des amitiés qui se créent, qui durent plus longtemps. Pour l'enseignant, c'est très différent aussi parce qu'il est amené à beaucoup plus connaître les participants de son stage, à discuter avec eux beaucoup plus qu'il ne le ferait à la fin d'un cours régulier. Donc voilà, en termes de relation entre les participants et les enseignants, c'est tout de suite très différent. L'ambition elle-même est très différente, c'est-à-dire que les enseignants considèrent, et les participants aussi, qu'on va beaucoup plus loin. Enfin, il y a un travail sur soi, un travail sur sa relation aux autres, ou sur ses émotions. Enfin, il y a des stages thématiques sur ce côté plus collectif, ou sur un côté plus... justement, c'est les ombres que je disais tout à l'heure, ces blocages et ces traumatismes, etc. Donc, il y a plusieurs thématiques. Et donc, les stages sont vus comme... C'est beaucoup plus développement personnel, à la limite, c'est beaucoup plus intensif sur le travail sur soi. Alors que les cours réguliers, pour certains, c'est vraiment du plaisir, c'est leur sport hebdomadaire aussi. Enfin, il y a aussi une dimension juste, ça me fait du bien de danser. Et il n'y a pas forcément à travailler très très profondément sur soi pour ce petit cours de 2 heures. Sauf que chaque semaine, y revenir chaque semaine ou plusieurs fois par semaine, il y a un travail de fond qui se fait petit à petit et de façon moins intensive que pendant les stages, mais qui se fait quand même. La relation entre les deux, c'est que tout le monde, tous les participants, tous les danseurs qui participent toutes les semaines aux cours réguliers ne font pas des stages comme ça, pour des questions de moyens, parce que c'est un coût quand même conséquent, pour des questions d'emploi du temps. Tout le monde ne peut pas se permettre de prendre une semaine de vacances pour ça, etc. Donc il y a une petite partie des participants réguliers qui font des stages. Par contre, c'est un noyau dur de participants qui sont toujours là et qui continuent pendant des années, qui sont très impliqués, qui se connaissent. Et donc, c'est un noyau dur qui colore un petit peu les séances régulières. C'est-à-dire que ces gens qui vont se retrouver en stage chaque année, qui vont passer, ou même, il y a des stages pour le Nouvel An, autour du Nouvel An. Donc, il y a un côté très rituel, festif pour le passage de la nouvelle année. Et donc, il y a des gens qui vont se retrouver dans ces stages, qui vont construire une relation très forte. Dans la danse aussi, c'est-à-dire que ça se retrouve. C'est des gens qui aiment beaucoup danser ensemble et qui vont avoir des interactions un peu favorites, des choses, des complicités qui se forment. Et donc, ça donne une tonalité aux cours réguliers, même s'il y a d'autres participants qui s'agrègent à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond à cette question, mais voilà comment ça s'articule un petit peu, les cours réguliers, les stages un peu plus long de week-end, où là, il y a quand même une proportion plus importante des gens des cours réguliers qui participent, et des stages longs, où là, c'est plus une frange, quoique tournante, mais, et qui vont nourrir beaucoup la danse des cours réguliers. C'est des gens qui ne vont pas hésiter à se lancer au milieu d'un cercle pour danser. Parfois, il y a des... Je n'ai pas parlé vraiment de comment se passe la danse, mais il y a des moments où l'enseignant demande à tout le monde de former un grand cercle autour de la salle, et puis se lance à l'intérieur qui veut pour danser le feu, pour danser le lyrique, pour danser selon le thème de la séance. Et donc les gens qui sont des habitués, qui ont participé à des stages, qui ont l'habitude, vont plus facilement prendre ce risque-là de se soumettre au regard des autres, parce que c'est quand même impressionnant de se mettre là au centre du cercle, encouragé par tout le monde. On n'est pas seul, souvent, il y a plusieurs personnes qui se mettent au milieu du cercle en même temps. Mais... Donc voilà un peu la relation entre cours réguliers et stage. Et du coup, dans les cours réguliers, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont indiquées par le professeur, peut-être pendant une partie de l'année, puis une autre après, ou est-ce que c'est peut-être toujours les mêmes ou... Alors, c'est pas pendant une partie de l'année ou l'autre, je pense que c'est en fonction
Alors, il y a des thématiques aussi un peu en fonction du calendrier, notamment au mouvement de médecine, il y a des sessions, il y a des séances pour le solstice d'été, il y a des séances pour l'équinoxe, il y a des séances, il y a des moments comme ça. Pour d'autres, pour les 5 rythmes par exemple, je ne sais pas le dernier qui a eu lieu sur Zoom, mais qui aurait pu être un cours en présence, c'était la dynamique des jambes. Donc elle fait un focus là sur une partie du corps, sur les jambes. Parce qu'elle considère souvent, cette enseignante-là, que les gens dansent beaucoup par les bras. C'est-à-dire qu'ils font plein de gestes comme ça, d'arabesque avec les bras, ou ils dansent beaucoup avec les bras, mais avec les jambes un peu fixées au sol, les pieds un peu rivés au sol. Et donc, elle essaye de donner plein d'indications et de trouver, d'orienter sa séance pour que la danse commence par le mouvement des jambes et par le déplacement ou par la pulsation, par marquer la pulsation au sol, etc. Donc ça peut être très très varié, ça peut être... j'ai fait toute une liste dans ma thèse, mais ça peut être la relation aux ancêtres, donc des choses qui peuvent être un peu plus... ésotérique, c'est pas le mot, mais un degré un peu plus existentiel ou spirituel. Ça peut être donc les bras ou les jambes, ou ça peut être un des rythmes aussi. Il y a des focus parfois sur un des 5 rythmes, c'est-à-dire il va y avoir une séance sur comment danser le staccato, quoi. Comment est-ce qu'on danse staccato? Le staccato, c'est le côté très expressif, très marqué, comme le nom l'indique bien. Par opposition au fluide qui le précède, qui est là aussi, c'est assez transparent comme langage, qui a un mouvement très ancré dans la terre, qui va être dans la rondeur et j'allais dire dans la fluidité, mais c'est redondant, dans le ouais, dans la rondeur, c'est ce qu'il décrit le mieux. Donc voilà, plein de thèmes Et du différents coup, en fonction dans des ce études. cas-là, c'est un seul rythme qui est donné toute la séance? Ou bien Non. comment? Non, parce que ça n'arrive jamais qu'il y ait un seul rythme des 5 rythmes, parce que ce serait, je pense, pas très intéressant. Par contre, il s'agit déjà dans la fluidité, commencer à trouver où est son staccato et d'essayer de le développer, hein, d'essayer de voir où est le staccato dans son fluide. Donc, ces petits jeux comme ça. Ou alors, c'est peut-être plus dans l'autre sens, ça va être une séance sur la fluidité, qui est le premier rythme, mais il va s'agir de retrouver la fluidité dans tous les autres rythmes, de continuer à faire du chaos tout en étant fluide. Donc, bon, pour vous, ça paraît un peu abstrait, mais il y a des types de mouvements et des tonalités, des colorations de mouvements qu'on retrouve facilement dans ces mouvements-là, dans ces rythmes. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme thème. Après, moi, j'avais aussi une question sur peut-être cette coévolution justement entre, pour reprendre les 5 rythmes, entre donc cette évolution d'une certaine intensité d'implication dans le cours, et puis ce sentiment partagé par les danseurs. Et là-dessus, j'avais une autre question qui est du coup, qui poursuit celle-ci et puis qui s'en distingue un peu. C'était, est-ce que les participants dans les cours, quand c'est pas des cours thématiques qui sont orientés sur un sentiment particulier, ont cette idée d'un sentiment partagé, ou bien il y en a qui peuvent pleurer d'un côté, d'autres rire de l'autre, et comment tout ça en fait évolue et puis se coordonne en fait? C'est une bonne question. Qui est liée, hein, je vais répondre par par cette question du partage émotionnel. J'utilise cette expression dans ma thèse, mais en la déclinant en trois possibilités. C'est-à-dire que partage, ça peut avoir des sens très différents. Et en l'occurrence, là, les émotions peuvent se partager dans ces 3 sens-là. C'est-à-dire qu'on peut partager une émotion dans le sens où on partage la même émotion,
On emploie souvent le mot partager pour dire que c'est la même, mais bon, en fait, c'est assez rare parce qu'on ne peut pas savoir ce que ressent l'autre. Donc, bon. Mais il y a quand même l'impression, l'idée qu'on est tous en train de vivre la même émotion collective. Le deuxième sens, c'est de partager comme quand on fait part d'un sentiment. Je partage avec toi mon sentiment de frustration. Donc, j'en fais part aux autres. Donc, en fait, je le vis, je le danse. Enfin, j'ai un sentiment de frustration, typiquement, bah, pourquoi pas. Et donc, je vais dans la danse, je vais le danser, je le partage avec les gens parce que je le montre, je le donne à voir. Enfin, tout le monde ne me regarde pas, mais potentiellement, on me voit. Donc, je le partage aux autres, avec les autres. Et puis, il y a un troisième sens qui est comme quand on partage un gâteau. C'est-à-dire que chacun prend sa part. Et il y a souvent cette idée-là qui est développée par les enseignants, qui est bah là, vous, enfin, il ne s'adresse jamais à une personne en particulier, mais là, vous, en tant que participant, vous n'êtes pas capable aujourd'hui d'aller au fond de votre sentiment de tristesse pour je ne sais quelle raison. Et mais lui, là, à côté, il est en train de pleurer et de crier, de vivre quelque chose de très intense. Et donc, il y a un partage de l'émotion dans le sens où lui, il le vit pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il prend sa part et enfin, il vit quelque chose de très intense que d'autres ne peuvent pas réaliser à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas la solidité ou parce que ce n'est pas le moment pour eux. Et donc, il y a cette idée que je résume à ma façon, hein, je n'arrive plus à retrouver les mots exacts, mais que les uns dansent pour les autres. D'où cette idée de partage d'un gros gâteau émotionnel et affectif, et que donc la danse ou les rires et les éclats de rire des uns et des autres, peut-être que tel et tel participant n'est pas capable de rentrer dans cette liesse collective, dans cette joie, enfin, n'arrive pas à sortir de lui-même pour l'exprimer, mais le fait qu'il y ait certains danseurs qui vivent ça, ça rejaillit sur les autres, par empathie, par tout ce qu'on veut, et ça fait qu'il y a un partage de l'émotion comme ça, même si tout le monde ne l'exprime pas de la même façon. Donc effectivement, il y a des différences d'expression de certains des danseurs par rapport aux autres, et c'est pas du tout un problème. Je crois que c'était un peu le dessin que j'avais mis... attendez. Ouais, que j'avais mis pour le résumé, qui est là en bas à droite, où en fait... tous les danseurs sont en train de courir partout, ils sont en train de rire, de balancer les cheveux, les bras, les mains, enfin, ils sont en train de vraiment en train de faire les fous et de s'éclater, comme on dit. Et puis, il y a une personne au centre qui est à genoux, au plein milieu de la pièce, et qui... la musique, enfin, c'est une grosse musique de boîte, ça pulse, c'est fort, c'est rapide, etc. Et là, elle est complètement centrée, immobile au centre de la pièce. Je crois qu'elle se laisse un peu bercer à peine au rythme de la musique, mais tout doucement, tout doucement. Et ça arrive assez souvent et c'est absolument pas un problème. C'est-à-dire que les autres ne la heurtent jamais et ils ont bien pris en compte qu'il y avait quelqu'un là et qu'ils faisaient attention à pas la bousculer. Elle fait confiance aux autres de respecter son espace et son moment. Si quelqu'un avait envie de se mettre à côté, de se mettre à peu près dans la même énergie, diraient les danseurs, c'est leur vocabulaire, mais dans la même tonalité affective et de mouvement, il pourrait le faire. Peut-être que ça pourrait donner une interaction, ou peut-être pas, il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, cette idée de partage émotionnel, il n'est pas du tout dans la similarité. Enfin, l'idée n'est pas que tout le monde ait la même émotion et la même intensité d'émotion. Mais l'idée est que ça circule et que chacun puisse partager dans le sens de donner à voir, de donner à ressentir aux autres ses émotions, puisse les partager éventuellement si quelqu'un est dans la même attitude, impression, dans le même ressenti. Et que bon, l'exigence de ces séances, il y a des grands mots qui sont l'accueil, la tolérance, c'est pas forcément, enfin c'est le mot, la bienveillance, voilà, c'est l'accueil et la bienveillance envers toutes ces émotions. Et peu importe si on n'est pas du tout dans la même humeur. Et c'est arrivé hein, qu'il y ait un groupe qui se réunisse en cercle au milieu de la salle et qui crie dans une espèce de liesse un peu, crier comme
un peu avec rage, mais avec une rage joyeuse, quoi. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient, puis ils dansaient, ils tapaient au sol. Et puis, à côté de ça, il y avait un homme qui était en sanglots, un peu figé. Enfin, c'était même un peu inquiétant pour lui. L'enseignant est allé le voir pour essayer de le débloquer de son truc qui était un peu catatonique, enfin, un peu trop crispé physiquement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et par contre, l'enseignant, j'en ai pas mal discuté avec eux de comment ils géraient ça. Quand ils voient qu'il y a un trop gros écart comme ça, ou qu'il y a des gens qui se sentent mal à côté de gens qui sont enfin, un phénomène de groupe qui peut être un peu envahissant ou un peu dérangeant pour d'autres, ou une personne qui vit quelque chose de tellement intense que c'est dérangeant pour tous les autres. Donc il va essayer de ramener tout le monde, souvent avec la pulsation. Il va utiliser la musique. Il va utiliser une musique avec une pulsation très claire, un peu basse, et il va demander aux gens de marquer, de se déplacer dans l'espace en marquant la pulsation, de bien s'ancrer dans le sol, etc. Enfin, il y a un certain nombre de trucs, d'indications, de méthodes pour que certains ne partent pas dans des processus psychiques un peu trop dangereux, ou pour que des émotions ou des expressions de certains dérangent d'autres. Donc pour remettre un peu tout le monde au même niveau, il le gère ça beaucoup avec la musique et avec la pulsation et le rythme. Ok. Merci beaucoup. Et c'est vrai que enfin, je trouve que ça répond pas mal en fait à l'intervention qu'avait fait Camille Guibert, où là peut-être ça me fait penser à ça particulièrement avec ce mouvement que tu décris, qui pour lui est une sorte de prémisse de transe qui voilà. Bon, alors après là on n'est pas dans le cas on n'est pas dans de la transe du tout, mais c'est vrai que sur ces questions d'émotions partagées, il y a quand même pas mal de points communs avec les phénomènes de transe, j'ai l'impression, qui se jouent ici. Et c'est vrai que je trouve aussi des points communs avec les rituels de masque sur lesquels moi j'ai travaillé, avec cette idée de la musique qui sert à ancrer, à faire redescendre un peu la pression par moment, à l'élever un peu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont un peu communes en fait à tout ça. Et du coup, ma question, c'est forcément sur cet état un peu particulier des danseurs. Comment on peut, alors je veux dire, comment on peut le définir? C'est un gros mot, mais je veux dire comment on peut essayer de le préciser un peu avec tout ce qu'ils disent aussi sur ces questions d'authenticité, de retour à soi, etc. C'est assez complexe en fait de comprendre ça, je trouve. Oui, je comprends. Alors, sur la transe ou sur des états modifiés de conscience, qu'on a forcément en tête quand on a ce genre de description ou d'image, il n'y a aucune volonté affichée. Enfin, c'est pas une pratique de transe et l'idée n'est pas d'entrer en transe. Il n'y a pas de croyance de possession. Enfin, il n'y a pas de pratique de possession. Enfin, clairement. Par contre, la danse et les mouvements vont s'approcher de mouvements typiques de la transe. Peut-être parce que c'est simplement le corps humain qui bouge de telle façon pour s'étourdir ou qui bouge de telle façon quand l'émotion est forte, ou autre possibilité, peut-être que c'est les deux à la fois. Il y a aussi beaucoup d'images, c'est-à-dire que les participants de ces danses cherchent quelque chose, cherchent à travailler sur eux, cherchent à se mettre dans des états qui vont leur permettre d'avoir une révélation sur eux-mêmes ou en tout cas de toucher à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à toucher par ailleurs, de toucher à leur histoire, à leurs sentiments, à des choses qui sont peut-être bloquées en eux. Donc comment on fait ça? Je pense que dans ces pratiques, il y a l'idée qu'il faut se donner à fond dans la danse et peut-être qu'il y a une projection, des images de mouvements de transe, de danse de transe, de rituels de possession qui influencent ces mouvements-là. Et puis il y a aussi le fait que juste à force de tourner sur soi-même ou de tourner la tête en balançant ses cheveux ou en se noyant dans la pulsation jusqu'à épuisement, on arrive à un état en tout cas non ordinaire. C'est pas je ne peux pas appeler ça un état modifié de conscience, j'en sais rien et c'est pas mon rôle de statuer là-dessus. C'est en tout cas un état non quotidien qui permet aux danseurs d'avoir accès à d'autres facettes d'eux-mêmes, à d'autres ressentis, à d'autres types de ressentis, et notamment de percevoir
cette intrication entre gestes et ressentis en eux-mêmes. Et donc, que j'essaye de raccrocher à ta question. Donc voilà, les enseignants et les participants ne cherchent pas à entrer en transe, ils le disent jamais comme ça et c'est pas le but, mais il y a la recherche par ce cocon un peu, cette saturation sensorielle, par ces tissus, ces ambiances, ces odeurs, la chaleur, par la musique, par l'étourdissement, par le mouvement, par la répétition de certains gestes. Il y a la recherche d'un état hors du commun, au sens premier du terme, qui est une condition, enfin, qui est peut-être une condition pour travailler ces dimensions de soi. En tout cas, dans ces danses-là, dans la conception des gens qui y participent. Et ça passe beaucoup par l'autre. C'est-à-dire que tout seul dans son coin, c'est quand même très difficile et souvent, ça passe par l'entraînement avec quelqu'un d'autre qui nous entraîne dans une ronde un peu endiablée ou qui va nous faire découvrir des mouvements qu'on n'aurait pas pensé à faire tout seul, etc., etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, parfaitement, ouais, non, c'est super intéressant. C'est juste sur cette question Ah, il y a encore une question. Je termine juste là-dessus et puis je donne la parole ensuite à Estelle. Sur cette question de finalement cette authenticité retrouvée par le lien ou le contact avec les autres qui, a priori, ne paraît pas aller de soi, enfin dans les représentations qu'on peut en avoir, quotidiennement en tout cas. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu mieux comment, peut-être que les participants ont un discours, là-dessus aussi sur, comment ils se retrouvent eux à travers les autres et peut-être en lien avec ce partage du gâteau finalement? Je ne sais pas si c'est un lien ou si c'est rattachable ou pas, mais voilà. Ouais, c'est vrai que je n'avais pas fini enfin, j'avais pas répondu à la fin de ta question sur l'authenticité, sur cette recherche de qui on est vraiment, de qui on est profondément. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question-là. Tout ce vocabulaire-là d'authenticité, de soi profond, de spontanéité, c'est vraiment le vocabulaire des participants, des enseignants, enfin, c'est le vocabulaire, les concepts émiques, quoi. Donc je l'emploie un peu comme citation. Et c'est vrai que j'ai un peu peut-être contourné le problème, c'est-à-dire que je pense que ce que je disais tout à l'heure sur comment dire, en se confrontant aux autres, c'est-à-dire en se mettant en difficulté, parce qu'on doit danser avec quelqu'un, typiquement, voilà, on a un duo, enfin, l'enseignant nous dit rapprochez-vous de la personne qui est juste à côté de vous et on va commencer un duo. Voilà, je ne maîtrise pas qui est à côté de moi, je suis obligée de danser avec cette personne, ouais, obligée. Si vraiment je ne veux pas, je peux ne pas le faire, mais souvent on le fait, donc voilà, on va faire un duo ensemble, vos pieds vont se parler. Et vos 4 pieds vont se raconter des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si ça se trouve, je suis face à quelqu'un qui ne sait pas du tout quoi faire et qui va rester les pieds figés au sol et complètement, il ne va pas savoir comment danser, ou quelqu'un qui est très joueur et qui va donner des petits coups de pied comme ça et je ne sais pas comment gérer et je ne sais pas comment danser avec ça. Donc on peut se retrouver dans des situations un peu perturbantes, drôles ou qui peuvent mettre mal à l'aise. Et donc, dans ce contact avec les autres, avec des contraintes, enfin, des indications de l'enseignant, souvent, enfin, ce qui m'a été décrit par les danseurs et que j'ai vécu aussi, c'est que ça révèle des petites choses de soi-même. Sur comment on se comporte face à l'insécurité, face à quelque chose qui nous agresse, enfin, quelqu'un qui va danser trop proche. Ça aussi, c'est tout un jeu très important dans ces danses-là. C'est savoir marquer sa distance. Enfin, voilà, moi, je ne peux pas danser plus proche à longueur de bras. Mais il y a des gens qui vont venir se coller. Et comment je gère ça? Et donc, toutes ces petites choses-là de négociation interpersonnelle par la danse, par le mouvement dansé, sont très révélatrices de ces traits de caractère, de ces automatismes, de ces peurs, de ces blocages, de ces
automatismes déjà, enfin, c'est des choses qu'on fait tout le temps sans le savoir, sans le maîtriser. Et donc tout ça, ça va apparaître un peu quand on danse avec quelqu'un, avec des moments un peu perturbants, que j'appelle un moment confrontant, même si c'est pas tout à fait français. Et c'est peut-être ça qui est derrière cette idée de spontanéité ou d'authenticité, c'est-à-dire que ça révèle des choses sur soi-même. Et peut-être qu'on a envie de les travailler et de les changer, donc on va essayer de faire autrement dans la danse et de se dire, de dire, je sais pas moi, par exemple, je vais dire un truc de mon expérience personnelle, que je suis capable d'objectiver en ayant bien réfléchi à ça. J'ai observé sur moi-même pendant la danse que j'avais énormément de mal à arrêter une danse avec quelqu'un, à dire au revoir. Parce que c'est pas forcément l'enseignant qui dit bon bah voilà, maintenant la danse à deux et ça s'arrête et partez chacun de votre côté. Ça se passe souvent pas comme ça, et c'est ou deux personnes qui dansent ensemble ou trois personnes qui dansent ensemble de à un moment arrêter la danse en duo ou en trio. Comment on fait ça? On peut juste dire en fait on se parle pas pendant la danse. J'ai oublié de le dire, mais les danseurs ne sont pas censés parler entre eux. Ils ont le droit, mais on essaye de s'exprimer par le corps et par le mouvement dansé, pas par les mots. Donc, comment je fais pour partir, surtout quand je suis en duo, en fait, face à quelqu'un, je vais le laisser tout seul. Donc, comment je fais pour ne pas le vexer? Comment je fais pour partir gentiment, mais pour partir fermement, parce qu'il y en a avec qui c'est difficile. Enfin, voilà. Je me suis aperçue que moi, j'avais énormément de mal à dire au revoir. Et parce que j'avais peur d'abandonner la personne, peut-être. Enfin, voilà. Donc, forcément, ça a généré un certain nombre de questions. Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Et la séance d'après, je me suis dit, je vais essayer de travailler ce point-là et essayer d'assumer que là, j'ai fini la danse et que je veux danser toute seule et ça va bien se passer et que je vais savoir trouver dans le mouvement une façon de m'en aller, de rompre la danse à deux. Donc, voilà, c'est un exemple de ce qui peut être derrière cette grande idée d'authenticité, de recherche sur soi à travers le contact et l'interaction avec les autres dans la danse. Ok, ouais, merci beaucoup. Du coup, Estelle. Oui, alors du coup, j'avais une question, mais là j'en ai une deuxième, alors je commence par la deuxième. À propos de ça, justement, est-ce que à la fin des séances, il y a un moment de débriefing avec des mots, là, pour le coup, entre participants, ou non? Ou est-ce que ça reste complètement voilà, dans la danse elle-même? Et puis, seconde question qui n'a rien à voir, dans la genèse de ces danses, je me demandais en fait, dû au nom des danses, là, par exemple, danse des 5 rythmes et mouvements de médecine, je me suis demandé s'il y avait eu une influence, par exemple, de la médecine chinoise dans tout ça, parce que bon, ils sont très 5 éléments et puis les mouvements, qui soignent ça, bon, ils connaissent bien avec le qigong, le tai chi et ce qui ne sont pas des danses, mais qui sont, voilà, des mouvements du corps qui soignent. Donc je me demandais s'il y avait eu, une inspiration de ça dans la genèse de ces danses. Très bonne question, merci beaucoup. Ça me permet de préciser à nouveau. Alors, sur la fin des séances, oui, ça dépend en fait de quel type de séance. Les cours réguliers de 2 heures, souvent il n'y a pas forcément le temps pour, et souvent c'est un cercle, on se tient tous par la main, on est tous en cercle à la fin pour se dire au revoir. La parole est ouverte si quelqu'un veut partager quelque chose. Mais c'est rarement, enfin, ou alors il y a une personne qui partage le fait qu'elle a vécu un moment extraordinaire ou que ça lui a fait vraiment beaucoup de bien et qu'elle remercie tout le monde. Enfin, c'est rare que ça prenne beaucoup de temps. La parole est ouverte, mais c'est pas systématique. Par contre, ça peut être la danse des séances de 2 heures peuvent être clôturées par, enfin rouvertes vers l'extérieur par chaque danseur dit son prénom et fait un geste en même temps. Quand on n'est pas à 80, quoi. Quand on est quelques dizaines et qu'on a le temps, on peut faire le tour du cercle et je vais dire Marie ou Marie. Ou, voilà, chacun trouve le geste qui lui correspond à ce moment-là et indiquer son ressenti, son attitude, sa gratitude avec un geste et son prénom ou un mot. Oui, souvent, c'est un mot. Alors, les gens vont dire joie ou
épuisé, ou des choses qui n'ont rien à voir, soleil ou oiseau. Enfin, bon, après, il y a des inspirations, enfin, ça évoque des choses aux gens et on n'a pas besoin tous de comprendre pourquoi les participants disent tel ou tel mot, mais une façon, un ressenti. Un oiseau, c'est un peu bête, je pense que personne n'a jamais dit ça, mais ou comme un oiseau, je crois que c'est peut-être pour ça que je dis ça. Par contre, les séances un peu plus longues, les stages de 3 heures, 4 heures, une journée, et a fortiori les stages longs, là, il y a des séances de parole qui clôturent les danses ou qui sont même au milieu de la journée de danse quand ce sont des stages longs. Ça peut être des petits cercles de parole à 2 ou 3 participants ou 4 participants, donc pour partager sur un travail particulier qui a été effectué. Donc c'est peut-être une façon de plus facilement libérer la parole. On va peut-être plus dire des choses et s'ouvrir devant 3 ou 4 personnes plutôt que devant 30 ou 40. Et il y a des espaces à la fin ou à d'autres moments dans la danse où chacun peut prendre la parole, ou alors il y a un tour de parole, soit un tour systématique tout au long du cercle, soit on se passe la parole avec un ballon ou un bâton de parole, enfin, ce genre de choses. Qui là va être effectivement un peu la météo, certains appellent ça la météo, comment vous vous sentez aujourd'hui, quoi. Et typiquement dans les grands stages d'une semaine, bah voilà, il s'est passé beaucoup de choses hier, comment vous vous sentez ce matin pour réaborder la danse, voilà. Et donc chacun va parler. Il y a des gens qui disent très peu de choses, et des choses très conventionnelles et pas très personnelles, et il y a des gens qui vont livrer d'autres éléments beaucoup plus intimes, pas forcément de détails, c'est pas un grand déballage, hein, mais je sais pas, un jour dans un cercle de parole, dans un stage long d'une semaine, il y a un homme qui a dit, qui avait vécu la veille un moment de chaos très intense où vraiment on a eu peur pour lui parce que c'était vraiment, il avait l'air pas bien du tout. Et il a dit dans ce cercle, voilà, je suis à une période de ma vie où il faut que je me sépare d'une partie de moi-même et c'est très dur et il faut que je fasse le deuil. Donc c'était très flou, on ne sait pas de quoi il parlait. En fait, on ne sait pas s'il devait être opéré de telle ou telle chose ou s'il devait se séparer de sa femme, enfin, on n'en sait rien. Donc l'idée n'est pas de raconter sa vie, mais de dire qu'il est en train de vivre un moment très compliqué pour lui et que la danse lui fait ceci ou cela, et qu'il est en train de traverser cette période. Souvent, c'est un peu de cet ordre-là, ces partages-là. Voilà. Donc oui, il y a du débrief entre participants. Et après, dans les cours, enfin, je reviens sur les cours réguliers, il y a aussi beaucoup de paroles dans les vestiaires où, une fois qu'on est sorti de l'espace de danse, c'est-à-dire que les participants certes, ne se parlent pas pendant la danse, mais dès que la danse est finie, qu'ils retournent dans les vestiaires, qu'ils se changent, qu'ils sortent, éventuellement ils vont boire un verre ensemble, ils vont boire un café ensemble. Et là, ils peuvent ne pas du tout parler de la danse ou ils peuvent échanger quelques mots. Ah, c'était super, notre petit duo, là, je me suis bien amusée, c'était super bien. Voilà, donc il peut y avoir des échanges très informels entre certains des participants. Par rapport à la deuxième question, sur la genèse de ces danses, alors, oui, forcément, il y a des influences de la médecine chinoise, du qigong, du yoga, mais en fait, c'est très flou dans les écrits des fondateurs, enfin, notamment de Gabrielle Roth. C'est juste qu'en fait, cette influence, elle est un peu ambiante, dans le sens où elle a créé, les 5 rythmes ont été créés donc, par Gabrielle Roth dans les années 70, alors qu'elle était au centre Esalen, qui est un des grands centres du New Age, même si ce mot est un peu galvaudé, mais un des grands centres du mouvement du potentiel humain, et qui se nourrissait beaucoup de techniques asiatiques d'un certain nombre de pays. J'ai vu une question apparaître tout d'un coup. Donc ces influences ne sont pas retracées dans le sens où, dans les écrits auxquels on a accès, en tout cas de Gabrielle Roth, on n'a pas d'études de tel ou tel texte de médecine chinoise ou de yoga ou de je ne sais quelle autre pratique en disant, bah voilà, je reprends ce concept-là. Mais voilà, il y a
on sent bien que c'était un bain ambiant en Californie dans les années 70 et qu'ils avaient tous pratiqué telle et telle chose, ils ont grappillé par-ci, par-là, ils ont construit leur technique. Donc voilà, c'est très difficile de retracer le cheminement et les influences précises de tel et tel élément. En tout cas, c'est un travail que je n'ai pas fait et je ne sais pas bien comment on pourrait le faire. Je ne sais pas s'il y a des écrits non publiés qu'on peut retrouver de Gabriel Roth, qui est décédé il y a quelques années quand même. Bon, à explorer. Mais c'est évident, c'est juste que c'est un travail titanesque, je pense, de retrouver les chemins que ça a pris pour développer tout ça. Peut-être un peu plus avec les derniers mouvements de médecine et Open Fleur qui sont plus récents. Et là, ceux qui construisent, qui ont fondé ces écoles et qui les construisent sont vivants. Et donc là, on peut aller les interviewer et vraiment peut-être plus démêler les influences. Le travail que je n'ai pas voulu faire pour la thèse, c'est autre chose, mais que je vous invite à faire si ça vous intéresse. Je pense qu'il y a de la matière. Alors, il y a une question de Marie. Est-ce que je te laisse la lire ou tu préfères Ouais, que je je la vais lise? La distance et l'ethnographie sensorielle. L'intensité émotionnelle. Peut-être tu peux la lire à voix haute, comme ça tout le monde... Alors, au vu de l'intensité émotionnelle vécue et partagée lors des séances et du fait que le terrain est chez soi, pas à l'autre bout du monde, donc pas coupé de sa vie personnelle, comment gérer d'une part ses affects stimulés par les ateliers et ses soucis et ses joies de sa vie personnelle hors terrain, et d'autre part sa place d'ethnographe censée observer plus ou moins objectivement. C'est-à-dire comment se couper de soi, personne qui danse et qui a sa vie personnelle à quelques kilomètres du lieu de l'atelier ou du stage, mais sans se couper totalement de soi pour vivre et partager émotionnellement. Un peu une question de distance à soi sur un terrain à quelques kilomètres de son quotidien. Je ne sais pas si ma question est claire. Si, enfin, je vois très bien quel est le problème. C'est sûr que il y a des moments où, quand on fait du terrain chez soi et que donc cette pratique se mêle à son quotidien, ça déborde et que ce qui se passe, enfin tout ce qui est partagé, tout ce qui est vécu dans ces séances rejaillit sur l'état du chercheur, en l'occurrence le mien, et peut me faire me poser des questions sur moi, plus ou moins profondes. Mais je l'ai envisagé comme faisant partie du terrain aussi, c'est-à-dire que si ça a cet effet sur moi, potentiellement ça a cet effet sur plein d'autres gens et que donc c'est pas, juste il se passe des choses pendant une séance, mais c'est après ça a des impacts quand on rentre chez soi et quelques jours plus tard parce qu'on a réalisé quelque chose d'important ou il s'est passé quelque chose de fort. Et donc j'ai essayé autant que possible d'écrire. Enfin je pense que vraiment le conseil principal, c'est écrire, écrire beaucoup. Je pense que Camille a eu les mêmes conseils que moi de Michael Haussmann, mais c'est écrire, écrire, écrire ces choses-là, ces ressentis, en étant très clair sur voilà, il s'est passé ça, là 2 jours après je ressens ça. Bon, une fois que c'est écrit, on peut le regarder avec distance, enfin on l'a sorti de soi, on peut le regarder et se dire: «Bon OK, cet événement a provoqué ça, peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont provoqué ça. Est-ce que c'est intéressant pour ma recherche? Ou peut-être pas, peut-être que oui». En tout cas, si je l'intègre en tant que mon expérience et je vais voir si ça fait écho avec quelque chose, que d'autres m'ont raconté. Si c'est trop personnel et que je veux pas le mettre dans ma thèse, dans mon travail de terrain, de recherche, bah, je peux le mettre de côté aussi. Je peux décider de ne pas traiter, enfin ou en tout cas je peux le traiter de façon très générale et essayer de trouver d'autres éléments parmi des témoignages que je peux avoir ou des choses que je peux observer pour voir s'il y a des phénomènes qui sont proches de ça sans parler de moi, parce que ça me gêne de m'exposer à ce point-là. Donc voilà, comment se couper de soi, je ne sais pas si c'est une histoire de se couper de soi. Je l'ai vécu vraiment comme, enfin, j'ai essayé de le vivre pleinement, mais de le passer par écrit ou par dessin, mais beaucoup par écrit quand même, qui est la meilleure façon de faire la part des choses, de mettre à distance et de
Oui, voilà, de mettre à distance. Alors, ethnographe censé observer plus ou moins objectivement, j'ai souri à ce mot-là, mais en fait, on n'est jamais objectif, hein, on n'est pas des machines, donc oui, on peut essayer d'observer et de rendre compte factuellement des choses le plus possible, et on peut essayer d'objectiver nos observations dans le sens où on informe notre lecteur qu'on est dans telle situation, dans telle posture, et on a observé telle et telle et telle chose, sachant que si j'étais une autre personne, si j'étais mon voisin avec ses expériences, son histoire de vie, en fait, il n'aurait peut-être pas vu les mêmes choses. Donc, on aurait deux observations, aucune ou les deux sont objectives, je ne sais pas. Mais cette question d'observer objectivement, on est des personnes avec leur subjectivité. C'est juste qu'il faut, autant que possible, montrer, essayer de montrer, de faire comprendre à son lecteur ou à ses auditeurs d'où vient telle et telle information et comment j'ai appris ça, qui m'a dit ça, ou est-ce que c'est moi qui l'ai observé, mais dans quelles conditions, voilà. Et c'est là qu'on va rejoindre l'objectivité et la scientificité de la chose, en étant très clair sur les sources du savoir. Je reviens toujours à cette idée. Mais on est forcément objectif, on est forcément subjectif jusqu'à un certain point. C'est assez inévitable. Il y a une remarque qui est arrivée dans la bulle discussion. Je la lis du coup. Il me semble trouver des similitudes avec les techniques de danse d'Isadora Duncan enseignées et les danses libres que je connais moi. Alors, je pense que ça fait partie aussi des influences qui ont pu... alors pareil, j'ai pas trouvé mention dans ce que j'ai lu de Gabrielle Roth. Peut-être que je peux me tromper, j'ai peut-être pas tout lu, mais ça fait partie en tout cas, ces pratiques-là émergent avec les danses modernes, avec les danses, après les danses modernes, avec la danse contemporaine. Et donc, il y a forcément des influences. Et les danses libres, alors en fait, il y a plein de gens qui utilisent le terme danse libre aussi, mais c'est assez flou. Alors, il y a la danse libre Malkowski, qui est une technique particulière et qui en fait n'est pas si libre que ça dans les faits. Il y a des mouvements très particuliers qui sont indiqués, qu'il faut faire. Donc c'est pas libre dans le sens où ça ne serait pas chorégraphié et il n'y aurait pas de mouvement particulier guidé. Mais donc il est clair qu'il y a des liens, on peut voir des liens avec un certain nombre d'éléments de Steve Paxton avec le contact impro. On peut voir des liens avec ce que pouvait écrire Martha Graham sur la danse moderne. Effectivement, ça fait partie d'une époque. C'est vraiment une danse qui émerge des années 60-70 et qui est influencée par tout ça. Il y a des similitudes flagrantes avec Anna Alprin aussi, qui a créé, alors qui est connue pour les danses de la paix universelle, je crois que ça s'appelle comme ça, et pour le Life Art Process, qui est une autre technique de danse qui ressemble pas mal, qui intègre un peu plus le dessin, par exemple, les pratiques graphiques. Donc voilà, oui, des similitudes, il va y en avoir avec plein de techniques dans cette époque-là, de ces époques-là. Isadora Duncan, c'est un peu plus vieux, mais l'influence est claire. Okay. Mais si peut-être il y a d'autres questions, on arrive quand même doucement à la fin de l'horaire, donc moi j'aimerais vraiment quand même qu'on parle de cette thématique d'actualité, mais qui est, je pense, très intéressante aussi, précisément avec ces danses-là. C'est des nouveaux terrains que tu as pu commencer à faire en visio, parce qu'il y a quand même cette idée de relation à l'autre qui est centrale. Et alors en visio, comment ça se passe et comment on peut gérer ça ouais, comment ça se passe en fait Alors, j'ai fait très peu de terrain de ce type-là. Hein. En fait, au début, au premier confinement, j'ai vu apparaître ces propositions de danse en ligne sur Zoom et j'étais très curieuse de voir comment ça se passait.
ça faisait un moment que j'étais pas allée sur le terrain parce que fin d'écriture de thèse, parce que bébé, parce que tout ça. Donc, je m'étais dit: «Bon, ben voilà, je vais danser, dans dans une chambre là-haut et on va voir». Hem, donc je l'ai fait au début, pas tellement dans l'optique de faire un terrain et de faire une recherche dessus, c'était vraiment pour retrouver les gens, avec qui je dansais, précédemment, pour garder le lien, par curiosité pour voir comment ça se passait. Donc je l'ai vraiment pas abordé avec une optique de questionnement, d'enquête. Là, un peu plus, ça me parce que ça continue ces pratiques-là. Hem et c'est très embêtant, comment dire? Heu, il est bien sûr, enfin c'est indiqué dans tous les emails, ils le disent au début les enseignants, c'est très clair, il faut pas enregistrer parce qu'en fait, ils maîtrisent pas très bien donc on pourrait très bien, filmer son écran ou enregistrer la session. Alors je crois que ça prévient tout le monde quand on le fait, mais faire des captures d'écran, donc je crois qu'il y a une question de confiance aussi parce que tout le monde se montre en train de danser, se donne à voir en train de danser dans son, espace intérieur, enfin son espace privé, donc il y a quand même des questions d'intimité qui sont présentes. Donc là aussi, ça demande juste de participer soi-même et de danser, de participer à ça. Sauf que le problème que j'ai, c'est que moi, ça ne m'amuse pas du tout, de danser devant mon écran et de voir des toutes petites vignettes avec vaguement des silhouettes. J'ai vraiment pas aimé du tout. Donc ça pose vraiment une question de se dire: «Est-ce que je vais vraiment faire une enquête là-dessus? Il va falloir que je fasse ça, que je continue à faire ça?» J'ai pas envie. Bon, ça c'était mes premières sensations. J'ai vécu d'autres séances, j'en ai fait d'autres et ça s'est mieux passé. Je pense qu'il y a une question de d'humeur aussi ou de personnes, enfin d'enseignants qui guident plus ou moins bien ce genre de séance, parce que je pense que pour eux, c'est pas du tout évident. Hem, Ils arrêtaient pas de me le dire que le retour, enfin le fait de voir, de sentir les danseurs, et leurs réactions, comment ça fonctionne, ils peuvent s'adapter, la musique, changer si ça marche pas, et cetera. Et là, ils peuvent pas parce qu'en fait la bande son est prédéfinie. C'est-à-dire qu'ils ouvrent une séance Zoom là et ils envoient, il faut s'inscrire, ces séances-là. Ils envoient un peu avant, le lien Zoom et un lien Mixcloud où ils ont chargé leur musique sur, 1h30 de séance. Ça dure 1h30 à la place de 2 heures parce que bon, 2 heures, ça serait vraiment trop long seul chez soi quand même. Et donc il y a quelques mots au début et puis à un moment où ils disent, 5, 4, 3, 2, 1 et tout le monde clique sur, le play pour avoir la musique en même temps. Et donc tous les micros sont coupés, mais donc chacun a le son, de la musique, enfin de la bande son, sur Mixcloud et en même temps la voix, le guidage ou les danseurs diraient la guidance de l'enseignant qui va, essayer de les guider dans l'exploration avec des instructions sur telle partie du corps à bouger, sur le sentir le sol, s'appuyer contre un meuble, un mur, explorer l'espace ou ressentir les organes à l'intérieur, et cetera, et cetera. Enfin, toutes les instructions assez classiques. Et donc on peut moduler, ce qui est bien, c'est qu'on peut moduler le son de la musique et de la voix de l'enseignant pour donner plus de poids à l'un ou à l'autre, selon ce qu'on souhaite. Mais effectivement, après, on a un écran avec, plein de petites vignettes. Alors, il y a des enseignants qui font un truc super bien qui est de mettre en lumière, des gens un peu au hasard ou par moment. Donc on voit une personne qui prend le plein écran d'un coup et donc on peut avoir l'impression de danser avec elle ou en tout cas l'enseignant nous indique, voilà, danser, essayer de danser ensemble. Ils le disent mieux que ça, j'ai plus la formule en tête, mais où 2 personnes vont être à l'écran, donc ça permet quand même, d'avoir l'impression qu'il y a d'autres humains de l'autre côté de l'écran, plutôt que de voir plein de petites vignettes. Généralement, les gens mettent leur caméra, tous, ou quasiment tous. Et à la fin, il y a un moment de partage, en fin de séance, là où on peut prendre plus de temps, et les gens, les participants, partagent un petit peu leurs impressions. Donc comment on fait du terrain là-dessus? Je vais être obligée de participer un petit peu. Je pense que là, ça sera beaucoup d'entretien aussi. Je vais rappeler un peu tous mes contacts et ou mettre aussi des petits mots, sur le groupe Facebook des danseurs de la communauté de danseurs, demander aux enseignants, d'avoir leur retour et leur ressenti. Donc je pense que là, ce terrain-là, ça va être beaucoup beaucoup d'entretien et un peu de participation pour mon expérience, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout comment le gérer.
plus que ça. À part de raconter ce qui se passe. OK. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Puis c'est vrai que ce que tu racontais, notamment avec les dessins dans ta thèse, ce qui était mis en valeur, c'était ces petits moments très fugaces, voilà, qui là, du coup, même si les enseignants essayent de le recréer un peu en mettant quelqu'un à l'honneur avec qui tout le monde va essayer de danser, Mm. c'est vrai que c'est pas. Est-ce que du coup ça passe complètement à l'as? Est-ce que c'est encore des séances de danse des 5 rythmes ou est-ce que c'est autre chose? Comment les enseignants peut-être déjà se débrouillent avec tout ça? Et puis, le fait que toi ça te plaise pas, est-ce que c'est parce que tu es une participante des danses des 5 rythmes et que du coup, ça en est pas? Je sais pas, je pense que tu as pas toutes ces réponses, mais c'est pour avoir déjà un peu ton avis sur ces questions-là. Ça pose une vraie question est-ce que c'est toujours la danse des 5 rythmes, sachant que la musique et les indications verbales de l'enseignant sont à peu près les mêmes. Et donc, on respecte la structure musicale rythmique, on respecte les intentions qui sont données au mouvement, au ressenti, mais il manque toute cette dimension d'interaction. Alors, ce qui est assez perturbant pour moi, c'est de me dire, mais en fait, les gens ont l'air contents à la fin, et donc ça fonctionne. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai vu sur l'interaction, est-ce que ça venait que de moi Alors, en fait, pas du tout, mais parce que je pense que les gens qui participent à ça sur Zoom sont des participants réguliers, sont des gens qui ont l'habitude de danser et qui sont capables de se projeter, enfin, d'imaginer une interaction avec quelqu'un par l'écran. Alors, c'est juste que là, on est face à une représentation de l'autre plutôt que face à l'autre. Donc, on peut danser avec une représentation de l'autre, une petite vignette dans son écran ou quelqu'un en plein écran, c'est possible. C'est juste qu'il ne va pas y avoir ces petits moments surprenants et fugaces, parce qu'en fait, c'est une représentation de l'autre et ce n'est pas un vrai autre avec sa propre volonté, son individualité qui va nous surprendre à un moment parce qu'il va faire un truc que je n'avais pas du tout prévu. Donc, ces petits moments un peu confrontants ou de surprise, on ne va forcément pas les avoir. Donc, ça m'étonnerait que ce soit une expérience aussi forte, aussi marquante que les séances en vrai. Par contre, les danseurs que j'ai entendus à la fin de ces séances sont ravis de pouvoir bouger, mais comme nous tous derrière nos écrans toute la journée, juste on est content de danser, d'écouter de la musique et de se défouler un petit peu. Et je pense qu'en fait, c'est un peu une expérience dégradée par rapport à la vraie expérience qu'on peut avoir en vrai. Mais comment dire je pense que ça permet de garder le contact. Les enseignants sont contents de voir les gens qui connaissent bien. Les gens se connaissent aussi entre eux, c'est-à-dire qu'on peut se reconnaître, on se fait coucou, on s'envoie un petit message par le chat au début ou à la fin. Bon, il y a quand même un aspect relationnel parce que les gens se connaissent et ont l'habitude et maîtrisent bien ces danses-là. Donc voilà, mais ça m'inspire des choses. Voilà, c'est une des questions entre un vrai autre et une représentation de l'autre, avec qui on danse. Et en vrai aussi, dans les séances, est-ce qu'on danse avec un vrai autre ou est-ce qu'on danse avec une représentation? Sauf que des fois, c'est le vrai, donc ça donne ça nous surprend et ça génère quelque chose. Donc voilà, d'un point de vue théorique, je pense que ça peut générer une réflexion intéressante. OK. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. C'est vrai que ça ouvre quand même beaucoup de pistes. Malgré la situation, on trouve encore des choses à creuser que ça nous a ouvert, quoi. C'est assez fou. Je vais laisser quand même peut-être si les personnes qui sont là une dernière question, parce que bon, il nous reste à peine 5 minutes. Donc, si on a une dernière question, ça peut clôturer cette séance. Sinon, bah, à moins que tu aies envie d'ajouter quelque chose, peut-être qu'on n'a pas réussi à aborder tous les points que tu aurais voulu soulever, Marie. Bon, on en a déjà abordé pas mal, je trouve. Effectivement, j'avais prévu plein d'autres choses, mais en fait, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais sur des explications de base. C'est un peu ça le problème avec ce terrain, c'est qu'on est quand même obligé de pas mal décrire. Et même avec ça, j'ai l'impression que ça reste très flou comme description de ce qui se passe réellement dans ces danses. Donc, c'est un vrai enjeu d'expliquer, de montrer ce qui se passe sans faire participer nos lecteurs. Donc, non, je pense que, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces questions parce que c'était
toutes les questions que vous avez posées m'ont permis de préciser des points super importants sur la transe, sur le rituel, sur le partage collectif d'une émotion collective. C'est vraiment des points fondamentaux. Et donc sur les influences, mais les questions des influences et de la genèse de ces danses, c'est un point un peu aveugle de ma thèse malheureusement, mais c'est tout un autre travail qu'il faudrait faire, un peu historique, qui serait passionnant. Donc voilà, à suivre peut-être avec les futurs étudiants, enfin les étudiants, futurs chercheurs, ce serait formidable. On a besoin de jeunes étudiants qui veulent prendre la suite du travail de Marie et du mien aussi. Donc, on vous invite à, à venir en anthropologie de la danse. Et c'est vrai que c'est en plus, c'est des terrains anthropologiques et en études en danse qui sont assez vierges de façon générale. Et je suis très contente que tu soulignes ça pour la fin de ce webinaire parce que voilà, l'une des conclusions qu'on pourrait donner à ce webinaire, c'est qu'il y a plein de choses à voir dans ces questions du rapport au terrain, de l'implication des danseurs et des chercheurs et de voilà, la pratique, la théorie, comment on agence tout ça. Et là, on a vu un exemple qui était assez parlant à ce sujet avec vraiment comment faire ressortir ça aussi dans le manuscrit, ce qui est pas du tout évident non plus. Donc voilà, un appel aux anthropologues de la danse future. Et puis sur ce, bah, merci vraiment beaucoup Marie, c'était très intéressant. Et merci à tous d'avoir participé, soit ponctuellement, soit pour certains que j'ai vu qui avaient suivi toutes les séances depuis le début. Donc, ça a été un plaisir de vous retrouver toutes les semaines quasiment. Et puis, pour ceux que j'ai vus qu'une seule fois, bah, c'était aussi très intéressant d'avoir des points de vue comme ça un peu extérieurs, toujours très enrichissants. Donc, merci à tous. Merci à toi, Marine, une nouvelle et dernière fois. Et puis, au plaisir de se recroiser bientôt, j'espère, et j'espère en vrai et pas en visio, comme c'est le cas encore pour le moment. Et nous danserons ensemble. Merci Camille. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir.